Dans cet épisode, nous nous concentrons enfin sur la discipline la plus courte, mais aussi la plus redoutée de la plupart des triathlètes. Un épisode entièrement consacré, vous l'aurez compris, à la natation. Nous avons été ravis de pouvoir enfin tendre le micro à Mathieu Chadeville, entraîneur en natation depuis plus de 10 ans, créateur du site natationpourtous.com et auteur de plusieurs livres autour de la technique en natation. On aborde bien sûr la technique de nage, mais également la mise en pratique à travers les stages et les entraînements pour enfin écouter ses précieux conseils quand il s'agit de la pratique en eau libre. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute. Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bienvenue à tous sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon et aux amoureux de la bière. Aujourd'hui, on va consacrer cet épisode à une discipline phare du triathlon, la natation. Ça fait vraiment longtemps qu'on souhaitait dédier un épisode à cette discipline, souvent vue comme la bête noire des triathlètes. Et ça tombe bien parce qu'on a trouvé un interlocuteur parfait pour en discuter. Avec nous aujourd'hui, Mathieu Chadeville, entraîneur en natation depuis plus de 10 ans, créateur du site natationpourtous.com et auteur de plusieurs livres autour de la natation dont on a souvent parlé ici. Bienvenue Mathieu. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour ces commentaires élogieux. Avec plaisir. Et je suis accompagné aujourd'hui de deux de mes acolytes, Geoffroy et Mélène. Et Mélène, spécialiste de la natation également. Bien sûr, tout à fait. Bonjour Thibaut, merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ou pas rapidement et nous dire ce qui t'a amené un peu à la pratique de la natation? Alors, je suis entraîneur, depuis même 20 ans maintenant. Et oui, parce que les années passent. C'est un métier au départ, c'était purement pour moi un travail d'appoint que j'envisageais. Et puis finalement, j'ai fait des stages qui se sont très bien passés. J'ai commencé à travailler avec une très bonne équipe d'entraîneurs au Club des nageurs de Paris. Et donc c'est devenu une passion que j'ai dirigée. J'ai travaillé un peu dans tous les secteurs, mais notamment au début dans la compétition chez les jeunes. Donc je me suis occupé de pas mal de groupes qui avaient des nageurs qui avaient entre 10 et 18 ans. Ça a été mon quotidien vraiment pendant quelques années. Et puis en 2008, j'ai créé un site internet qui s'appelle Natation pour tous, avec un collègue, Alexis Mermaz, qui m'a aidé, et alors qui était vraiment par contre basé qui était orienté vers tous les publics, toutes les pratiques. Mais il y a un public qui en a particulièrement bénéficié, en tout cas qui se l'est vraiment approprié, c'est tous les nageurs qui commencent la natation sur le tard, qui sont adultes et qui à l'époque ne trouvaient pas du tout d'informations pour pratiquer. Ils sont mauvais comme nous. Ils sont pas forcément mauvais. Mais on n'a pas la technique. En plus, vous êtes modeste. Voilà, et donc c'est vrai que du coup après Natation pour tous a continué à s'adresser à tous les publics, mais c'est un peu plus orienté sur ce public-là, et donc il y a eu un projet de stage qui a démarré. Donc des stages avec des hébergements ou des journées sur le perfectionnement technique. Et puis donc les livres effectivement dont vous avez parlé qui sont qui s'adressent à ce public-là en priorité. Et à la base, justement, quand tu as créé ton site à l'époque, tu avais quoi comme projet? C'était vraiment histoire d'enrichir le contenu qu'il y avait justement sur la natation, parce que c'est vrai qu'il y a peu de contenu éducatif sur Internet sur le sujet. Ouais, c'était vraiment... le but au départ, il n'y a même pas de but en fait. C'était un site pour parler de mon expérience professionnelle, pour partager ce que je voyais au quotidien. Il y avait aucun objectif de donner des cours par l'intermédiaire de ce site. C'était même plutôt
plutôt, je m'attendais à avoir pas mal de retours de la profession, des échanges professionnels. Et puis finalement, vraiment, il y a ce public-là qui a débarqué en masse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui démarrent à 30 ans, 40 ans, qui veulent soit faire du triathlon ou soit simplement se faire plaisir, nager pour leur santé. Et ceci dit, la natation n'était pas trop orientée vers ce public-là. On était, comme moi, beaucoup sur les jeunes. Et ce public-là est un petit peu en marge. Voilà. C'est vrai que moi, la première fois où j'ai commencé un peu à renager, c'était en accompagnant Joji à la piscine le midi. Et au début, je me suis dit, bon, je vais tenter le crawl et je fais un 50 mètres et j'étais épuisé. Et du coup, assez rapidement, j'ai regardé, j'avais appris un peu à nager à l'école, mais j'avais quasiment pas de vraie base technique. Et du coup, je suis tombé assez rapidement sur le site avec, qu'est-ce qu'on fait avec ses jambes, qu'est-ce qu'on fait avec ses bras, un peu les basiques, parce que aujourd'hui, maintenant, il commence à y avoir un peu de vidéos, mais il y a 4-5 ans, il y avait pas quasiment rien. Grand-chose, j'ai l'impression. Et c'est très technique au final. Oui, en plus, c'est un sport où tu peux pas vraiment... c'est difficile de démarrer sans avoir quelques conseils, quoi. Tu as besoin quand même d'informations, comme tu disais, Mélène, au moins pour déjà être à l'aise. Ça va pas de soi, donc il faut quand même avoir un encadrement, des conseils pour démarrer au moins. Ouais, c'est clair. C'est pas comme la course à pied où tu peux prendre ton short et tes baskets et tu vas. Natation, si tu flottes pas, tu as besoin de plus d'apprentissage. Et même la course à pied, on se rend compte qu'il y a aussi des techniques à apprendre, de fouler, etc. Mais la natation, c'est vrai que c'est extrêmement technique. Et à titre personnel, je nageais quand j'étais plus jeune. Je nageais le crawl, mais en fait je me rends compte que, parce qu'on a eu l'occasion de faire le stage avec toi dans les locaux de l'INSEP, on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais tu te rends compte qu'en fait il y a tellement de choses techniques à apprendre, et en fait j'étais en stagnation totale, quoi. Tu comprends pas pourquoi, et c'est rageant. Ouais, c'est ça. C'est vrai que sur les autres sports, t'as tendance, plus tu pratiques, plus tu t'améliores, et la natation, c'est pas vraiment le cas. Si t'as pas la bonne technique, tu vas pas t'améliorer, quoi. Oui, il y a des grosses, les écarts entre les nageurs au niveau technique sont très importants, et c'est ça qui détermine finalement les écarts de performance. Ouais. Ça, faut bien le préciser, c'est si on prend des nageurs à différents niveaux, qui vont être à 1 minute 30, 1 minute 45, 2 minutes, il y a toujours des écarts des écarts techniques qui expliquent en fait ces différences-là. D'accord. Comme nous, et une petite fille de 14 ans qui va passer beaucoup plus vite que nous. C'est ça, il suffit de... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un moteur. Voilà, pour s'en convaincre, c'est vrai qu'il suffit de se dire qu'il y a des nageurs qui ont 10, 11 ans, 12 ans, que j'ai entraînés, qui sont particulièrement énervants, puisqu'ils sont déjà quasiment à la minute au 100 mètres, quoi. Enfin, moi, j'ai eu des filles avant en club à 12 ans qui étaient à la minute, et donc, pas loin, quoi. Quelques petites secondes après, donc, donc forcément, tu comprends que l'efficacité est une donnée essentielle. C'est pas une question de masse musculaire, mais tout à fait. il y a tout un champ technique qu'on maîtrise peut-être pas encore. Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, ça me fait super plaisir de t'avoir ici, Mathieu, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on voulait parler de natation sur le podcast et qu'on n'avait pas le bon interlocuteur, là, on l'a enfin trouvé. C'est super bien. Et en plus de ça, j'en ai marre parce que on a poncé le livre, et à chaque fois, je passe pour l'expert natation, alors que c'est pas du tout vrai. Donc ça me fait du bien d'avoir quelqu'un au moins qui est un vrai expert. Le dauphin du club. Ouais, le dauphin du club, vite fait. Mais vous êtes très modeste, hein. Je vous ai vu quand même en entraînement avant. Vous êtes venu déjà effectivement à l'INSEP, donc ça va. On peut dire, je peux quand même renforcer votre crédibilité. C'est sympa, merci. Voilà. Ça, c'est cool. Et justement, ce qui nous a amené aussi à te découvrir finalement, c'est un livre. Alors, je crois que j'ai été l'initiateur dans le club de ce livre-là, si je dis pas de bêtises. Tu l'as déniché, ouais. Alors, ensuite, tu me l'as offert. Comment? Voilà, je l'ai offert au monde du club. Parce qu'il avait de la peine pour toi. Oui, il y a un message en général. Non, c'est pas du tout ça. Je me suis dit, je veux pas m'améliorer sur les copains, toi. C'était aussi ça l'idée. Mais je me demande si tu l'as pas trouvé au moment où on a fait le stage, en fait, non? Je crois que c'était avant encore. Ouais, c'était avant, et je crois que c'était sans doute par le biais de ton site, à mon avis, que je l'avais trouvé. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, un livre qui nous a beaucoup marqué et qu'on a déjà abordé dans certains épisodes précédents. Donc c'est le fameux livre justement Nager un crawl efficace, et on trouve ce livre super bien fait parce qu'il décrit vraiment très bien les différentes étapes pour progresser en crawl. On le recommande vraiment vivement à tous nos auditeurs parce qu'il est hyper pédagogique, et on aurait bien aimé justement revenir sur ce livre avec toi, sachant qu'on l'a pris justement avec nous.
Sans vouloir tricher, mais au moins, voilà, on leur rappelle. On pourra te poser des questions. Exactement. Peut-être avant de commencer sur le livre en tant que tel, tu l'as écrit il y a longtemps, ce livre-là. Comment c'était venu justement l'idée d'écrire un livre dédié au crawl? Alors il est sorti en 2017. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé en 2015 et sorti en 2017. L'idée c'était vraiment en fait de parler de cette expérience des stages qu'on a organisés. Puisqu'il y a un côté très particulier sur les stages, c'est que c'est de l'entraînement occasionnel. On a des gens qui viennent de partout en France, qui ont toutes sortes de niveaux et qui viennent pendant quelques jours, voire une seule journée, chercher un perfectionnement technique, donc un diagnostic déjà de leur nage et des moyens de s'améliorer. Et ça me donne en fait un poste d'observateur assez intéressant, puisque j'ai des gens qui viennent de partout, que j'ai pas formaté, qui bon, des fois comme toi ont été sérieux et ont lu le livre avant, mais bon, souvent ils ont suivi des cours à droite, à gauche, et ça permet de voir qu'est-ce qui marche pas. Voilà, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en natation et quelles sont les méthodes qui vont être les plus efficaces ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans des impasses. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Et donc le livre, voilà, il est vraiment, il parle de cette expérience et j'ai repris effectivement un parcours par étapes en fonction vraiment de ce que je voyais, en essayant d'être vraiment sur de l'observation et non pas sur des idées préconçues. D'accord. Sachant Sachant qu'il y a un truc qui est hyper cool, c'est que tu filmes tout le monde, donc tu as des images aussi, et ça c'est important de le dire, parce que justement tu disais que des gens viennent et essayent de avoir un état des lieux un peu de leur nage et de savoir les points à améliorer, et ça ce qui est trop bien, c'est que en voyant les images on prend vraiment conscience des défauts, et même des défauts dont on n'a pas conscience à travers les images et que tu nous dis, ou les gens qui travaillent avec toi, d'autres entraîneurs nous aident à identifier, et ça c'est vraiment top. Ça change beaucoup de choses en fait, de prendre conscience de ça, et en fait on n'a pas l'occasion de se voir nager, c'est interdit de se filmer, quoi. Oui, moi de mon côté j'avais 1 millier de vidéos, un millier de nageurs différents en vidéo. Il y en a qu'on filme plusieurs fois parce qu'ils reviennent, mais il y avait quand même 1000 personnes différentes. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, je me suis replongé dans toutes ces vidéos. Pour voir les défauts communs entre les gens. J'avais pas encore vu Geoffrey et Hélène. C'est beau. J'ai vu des nouveaux défauts grâce à toi. Ouais, c'est ça. J'ai pu refaire une nouvelle version du livre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'avais jamais vu ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de noter ça, c'est que finalement c'est pas un livre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi précis, c'est que finalement c'est pas de la pure théorie comme on peut en lire des fois sur certains livres ou certains sites. Là c'est vraiment issu de ton expérience et issu des stages que tu as pu réaliser, de ce que tu as pu vraiment constater chez les athlètes, quoi. Oui, alors en plus, c'est vrai que du coup, on s'adresse à des nageurs de tout niveau, mais souvent donc qui n'ont pas pratiqué quand ils étaient jeunes. Ouais. Et donc il y a aussi des caractéristiques particulières de ce public-là qui n'avaient pas été étudiées vraiment avant. Notamment, c'est sûr que par rapport aux nageurs que je pouvais avoir avant, qui pratiquaient depuis qu'ils avaient 6 ans tous les jours, on n'a pas les mêmes qualités de souplesse, de mobilité. Ouais, c'est sûr. Donc il y a pas mal de points qui doivent être adaptés par rapport à ce public-là. Oui. D'accord, ouais, génial. Et ce qui est pas mal aussi dans ce livre, c'est que tu détailles tout étape par étape. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper technique, la natation. C'est hyper dur de s'imaginer tout ce qu'il faut faire en même temps. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que tu définis tout étape par étape, tu illustres bien et tu donnes 4 étapes de base qu'il faut retenir. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est en fait justement quand j'ai observé toutes les vidéos, j'ai essayé de regarder notamment tous les nageurs qui sont les plus énervants, en fait, ceux qui se débrouillent bien mais qui pratiquent depuis pas très longtemps, en fait, voilà, par exemple. Et j'ai regardé le plus petit dénominateur commun de ces nageurs-là, en fait. Quelles étapes étaient systématiquement mises en œuvre par eux. Donc il y en avait effectivement 4 qui ressortaient. L'horizontalité, bon ça c'est pas vraiment une surprise, mais pour avancer facilement dans l'eau, faut mieux être à l'horizontale que debout. Bon, pas de surprise. Le roulis,
Donc le roulis, c'est également une question de position, c'est le fait de passer sur la tranche à chaque mouvement, en fait de pas rester à plat, les épaules par la surface, mais vraiment de tourner autour de son axe. La respiration, c'est pas une surprise, sauf que ce qui est un peu plus étonnant, c'est de voir que quand même il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de nageurs, vraiment énormément de nageurs qui se retrouvent dans une impasse par rapport à ça. C'est-à-dire que la prise d'air déséquilibre le corps ou... Ouais, la prise d'air, des fois pas d'expiration sous l'eau, tout simplement. Finalement, on peut penser que c'est une base. Bon, voilà, moi, quand j'étais avec des gamins, c'est quelque chose qu'on travaillait vraiment au tout début. Finalement, quand on se retrouve avec des adultes, un point assez simple comme ça, le fait de souffler sous l'eau n'est pas forcément acquis. Ouais, et puis ça limite la progression, je suppose. Et du coup, ça limite la progression. Aussi, voilà, donc c'est vrai que quand on oppose des nageurs qui se débrouillent bien assez vite et des nageurs qui sont dans une impasse, souvent on trouve ce problème de respiration. Ce que t'avais, toi, d'ailleurs, je crois, ma poule, Mélane. Je sais toujours pas à quoi c'était lié. Il y a maintenant, non, mais c'est vrai que je me rappelle, c'est pour ça. Je me soufflais pas mal. Je suis soufflé, j'arrive pas, du coup, je suis obligé de m'arrêter tous les 200 mètres. Et c'est peut-être lié aussi, justement, à ce problème de respiration, ça, justement, les nageurs qui arrivent pas à faire plus de 4 longueurs d'affilée ou. Oui, alors il peut y avoir soit, en fait, si on détaille un petit peu, soit un problème d'expiration sous l'eau. Que finalement j'ai observé beaucoup avec les vidéos sous l'eau. C'est quelque chose sur le bord, des fois ça peut passer inaperçu. Bien sûr. Mais une fois que tu regardes sous l'eau, finalement tu vois que il n'y a pas de bulle. Donc le problème c'est que quand on souffle pas sous l'eau, on va soit avoir des échanges respiratoires qui vont être incomplets, soit quand on va sortir la tête, ça va durer trop longtemps parce qu'on va devoir expirer à l'extérieur de l'eau, puis inspirer. Donc on va sortir la tête très longtemps et du coup la position se dégrade en général à ce moment-là. Et également, donc ça peut être un premier bloc de défaut, l'expiration sous l'eau, ou deuxième problème, c'est la technique de prise d'air, c'est-à-dire la façon dont je vais sortir ma tête qui n'est pas adaptée. Et c'est vrai qu'en crawl, faut beaucoup se servir du roulis pour sortir la tête, donc la rotation du corps, et non pas essayer de faire un mouvement de bras ou d'essayer de faire le mouvement du cou pour essayer de sortir la tête de l'eau. D'où le fait que tu mettes justement le roulis avant de maîtriser la respiration, parce que c'est... Voilà, et du coup, c'est vrai que par contre, dans le livre, on parle du roulis avant. D'accord. Et c'est vrai que ce qui peut être pas mal quand on découvre le crawl, c'est de commencer avec un tuba pour justement s'entraîner sur ces questions de position, de roulis. Et après, au moins, la technique commence à être en place et on va placer la respiration beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que c'est reculé dans le livre en étape 3. Ouais. Et du coup, la quatrième étape... Et la quatrième étape, suspense. La quatrième étape, eh bien, c'est l'accélération du bras sous l'eau. Donc c'est le fait de ne pas réaliser un mouvement de bras qui soit toujours à la même vitesse, mais d'avoir des temps forts et des temps faibles. Donc quand on étire le bras vers l'avant, c'est plutôt cool, on prend son temps. Mais par contre, une fois qu'on va commencer à tirer vers l'arrière, on va le faire de plus en plus vite. Et alors ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on aurait pu prendre d'autres aspects du mouvement de bras. On aurait pu se dire, tiens, regardez comment est positionné le coude, etc. Alors qu'en fait, finalement, c'est vraiment ce point-là qui ressort. C'est une question de rythme, en fait. Voilà. Et ça, par contre, donc, les nageurs qui se débrouillent bien ils ont toujours un certain rythme. Et ça leur permet de créer beaucoup plus de propulsion et de glisser. Est-ce que c'est une question juste de rythme ou aussi le fait d'accélérer la main sous l'eau, la prise d'appui? Oui, quand je parle de rythme, c'est... Alors, voilà, la prise d'appui, en fait, la façon dont est placé le bras, à la limite, on va pas trop regarder, c'est pas trop important au début. Par contre, le fait effectivement d'accélérer le bras sous l'eau, ça c'est vraiment essentiel. Ça va permettre de pousser plus. Ça va permettre de pousser beaucoup plus d'eau. Donc moi je l'ai observé. Après, du coup, on peut retrouver des explications théoriques là-dessus, et notamment le fait qu'on cherche à s'appuyer sur de l'eau. Qui est un milieu forcément pas fixe par la nature, pas solide. Hein, voilà, c'est un milieu liquide. Très scientifique. Il faut c'est très pointu. Mais sauf que voilà, s'appuyer sur un milieu liquide, c'est quand même un concept. C'est pas forcément évident. Et il faut que le mouvement soit suffisamment accéléré pour qu'on arrive à trouver un appui fixe. Voilà. Sinon, l'eau, elle a le temps de partir, elle a le temps de s'écarter sur les côtés, et on prend pas appui. En fait, le bras passe à travers l'eau. C'est vrai que c'est intéressant ces 4 étapes parce que au début on se dit pas quand on fait la natation. Moi j'ai pris conscience au fur et à mesure que quand tu fais un mauvais geste, tu vas dépenser de l'énergie de manière inefficace. Enfin vraiment par exemple tu parlais de l'horizontalité. Si tu es pas bien horizontal, tu vas dépenser de l'énergie pour rien parce qu'en fait tu vas
tu vas pas aller plus vite. Enfin, comprendre. Tu vas te freiner. Tu vas te freiner en fait. Et en fait, comprendre ça déjà, comprendre que si tu fais des gestes, les bons gestes techniques, tu vas avoir beaucoup plus d'efficacité. Et tu as parlé du terme efficacité. Et je pense que c'est clairement ça, quoi. Voilà, on peut aussi utiliser le terme de rendement en fait. Voilà, et que tu as vraiment beaucoup plus ça en natation que en course à pied ou en vélo. Bien sûr, tu peux améliorer ton rendement en vélo si tu es mieux positionné, par exemple sur ton vélo. Mais là, en natation, c'est absolument central. C'est central. Ouais. C'est vraiment ce qui va faire la différence auprès des nageurs. C'est avant tout une question de rendement. Du coup, quand on est débutant, comment on sait qu'on peut passer d'une étape à une autre ? De savoir, par exemple, il y a une notion dont tu parlais un peu tout à l'heure, c'est difficile de savoir si on est bien positionné, par exemple, est-ce qu'on est bien horizontal, est-ce qu'on fait bien le roulis. Comment est-ce que tu sais que tu as validé cette étape et que ça y est, tu peux passer à la suite ou... Alors à chaque étape, le but pour tous les livres que j'ai fait et aussi pour le site, c'est qu'on puisse vraiment l'utiliser seul, sans regard extérieur. Donc à chaque fois, il y a des critères de réussite qui permettent de se rendre compte, de savoir justement si on peut passer à la suite ou pas. Parce qu'effectivement, ça c'est vraiment très important. Il faut éviter de multiplier les points et de voir un peu tout. Il faut vraiment se donner des priorités et valider un point avant de passer au suivant. Donc par exemple typiquement sur la position c'est plutôt simple, on va essayer de sentir si son battement il arrive à la surface ou pas. Alors, est-ce que je fais des éclaboussures avec mes jambes ou pas du tout. Aussi parfois les fesses sont hors de l'eau. Les fesses, voilà, sentir sa position. Sur la respiration, on a des indicateurs aussi, voilà. Et puis après des fois tu as des indicateurs plus objectifs. Donc il y en a un que j'ai mis dans le livre qui des fois fait couler beaucoup d'encre, c'est vrai qu'arriver à la 4e étape, c'est qui est le plus petit dénominateur commun des bons nageurs. On doit effectivement arriver à se retrouver en dessous de 2 minutes à vitesse moyenne au 100 mètres. Voilà, à vitesse moyenne. Ouais, j'ai fait beaucoup d'étapes 1, 2, 3, 4. Je crois que tu avais hésité à mettre une 30, Mathieu, tu m'avais dit non. Par contre, c'est adapté selon l'âge. Pour Mélène, il faut 30. Récemment, avant qu'on arrête encore une prépa, parce qu'il y a un triathlon annuel, tu descendais en dessous des... mais des deux, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc... T'es dur avec toi-même quand même, à chaque fois, c'est ça. Non, mais pour le coup, il y a 2 aspects. C'est le fait d'avoir l'autodiagnostic où moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais l'impression de bien faire, où je me disais c'est bon, mon bras est bien, machin et tout. Et souvent quand on nage, comme je nage moins vite que Thibaut et Geoffroy, je leur demande vous me regardez sur la dernière longueur. On dit non souvent. Ils veulent pas que je progresse. Mais du coup ils m'ont aussi fait des retours. Pareil, on avait fait la vidéo pendant le stage, mais typiquement j'ai le bras qui va croiser l'axe du corps et qui va partir sur la gauche, le bras droit. Je me suis rendu compte que ça me freinait. J'avais la prise d'appui avec la main qui remonte. Voilà, plein de petits détails comme ça. Et c'est vrai que des fois, tu as l'impression de bien faire. Mais comme c'est une nage où tu es à l'horizontale alors que dans la vie, tu ne l'es pas, des fois, tes mouvements, tu te dis ok, je le fais bien. Et en fait, tu n'es pas du tout dans l'axe. Et du coup, c'est pas toujours évident. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui te regarde ou de... Ouais, non, mais c'est sûr que la natation, c'est vraiment très particulier. On a un sport qui est ultra technique, mais où on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Ouais. Et on n'a même pas forcément l'idée de savoir si c'est réussi ou pas. C'est sûr que si tu joues au tennis, tu peux jouer un peu tout seul parce que tu vois bien si ta balle, elle va dans le court ou pas. Donc, au bout d'un moment, si tu la renvoies tout le temps dehors, tu sais qu'il faut changer quelque chose, quoi. Là, c'est vrai qu'en natation, il y a beaucoup de gens qui pratiquent et ils se rendent pas compte. Ça, c'est un point vraiment très délicat. Donc, à chaque fois, j'essaye de donner le maximum de repères. Et puis après, on peut aussi se baser sur le nombre de mouvements qu'on fait par longueur, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à reprendre des repères par rapport à sa nage et à savoir si c'est réussi ou pas. Voilà. Donc, ça a été peut-être la partie la plus délicate du livre. C'est sur chaque étape donner des critères. Je crois qu'à chaque fois, j'en mets 2 ou 3 quand même pour essayer de... Il y a des fois des choses qu'on sent pas, mais on va sentir autre chose. Donc, essayer d'avoir 2-3 critères sur chaque étape pour savoir si je dois encore travailler ça ou si je peux passer à la suite. Et en effet, là, j'ai sous les yeux, donc je peux témoigner en direct. Page 102. Mais c'est bien fait parce qu'à chaque fois, on a en effet l'objectif donc de chaque étape qui est bien expliqué. On a le diagnostic et les points validés en fin d'étape. Donc, c'est ce que tu dis justement. Donc, typiquement, pour donner un exemple sur le mouvement des bras sous l'eau, si je me trompe pas, il y a 2 points à valider. Une main qui se déplace de plus en plus vite à mesure qu'elle se dirige vers les pieds
et une résistance de l'eau qui est au niveau de ma main, comme si l'eau était dure. Donc ça, c'est les 2 points à valider. Oui, dans l'idéal, c'est vrai que sur chaque point, tu peux avoir des repères objectifs, chrono, voilà. Et après, il faut aussi savoir quelle sensation tu dois rechercher. Donc effectivement, par rapport au dernier critère d'accélération qu'on a vu tout à l'heure, d'accélération du mouvement de bras, là, c'est vrai que c'est vraiment le fait de sentir que l'eau est dure. Parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'on prend appui. C'est-à-dire qu'on peut prendre appui. Donc il y a tout un travail à faire quand on commence la natation, d'éducation aux sensations. Voilà, savoir si j'ai telle sensation, c'est que ça marche. Et ça quand tu arrives là-dessus, tu peux progresser après tout seul finalement. D'accord. Oui. Je te laisse terminer. Et non, juste pour rapidement expliquer à nos auditeurs comment se décompose à chaque fois les étapes. Et ensuite, donc, tu as une partie explication. Et cette partie explication est très détaillée avec souvent des photos aussi qui nous permettent justement de bien se repérer et de voir un peu les bons gestes à réaliser. Et toujours aussi une partie éducative, des exercices en tout cas pour travailler chaque étape, qui sont aussi là, bien expliqués avec le résumé des conseils et des exercices sur chaque étape. Ça peut être le dernier aspect pour savoir si on se débrouille bien ou pas, c'est de passer par des exercices qui vont nous mettre dans des conditions un peu différentes, vont nous poser des difficultés, savoir si justement on arrive à gérer ces difficultés ou pas. Si on n'arrive plus à respirer, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a souvent, moi quand je cherchais un peu qu'est-ce qui allait pas dans ma nage, j'avais tendance à regarder un peu sur internet et tu vas sur des forums et il y a des gens qui disent ça doit sûrement être ça ou ça doit sûrement être ça, et en fait tu sais pas exactement si c'est bien ça, t'es peut-être à l'étape 10 limite, alors que en fait t'as les gens qui coulent et tu t'en es pas rendu compte. Et aussi le fait de faire des éducatifs, des fois tu conseilles d'utiliser, je sais pas, par exemple, prends un tuba, comme ça t'évite d'avoir à faire la respiration et tu peux te concentrer sur tes mains, ou prends un pull boy et comme ça tu peux te concentrer sur un mouvement particulier. C'est vrai que sur la natation, comme t'as énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des fois t'en as un qui va te pénaliser et t'arrives pas à te concentrer sur un autre et du coup tu stagnes un peu. Là, le fait d'avoir des repères assez clairs, tu sais comment avancer petit à petit, quoi. Et des exercices spécifiques qui te permettent de travailler tel ou tel aspect. Mais c'est vrai que c'est important. Ces exercices, nous, on avait plutôt l'habitude de dire on fait la nage complète. On fait du volume. On fait du volume et tout, mais en fait, des fois, je pense qu'on a quand même réussi à passer certaines étapes de base, mais c'est notamment grâce à ton livre et le stage à l'INSEP, quoi, au final, parce que moi, j'avais continué à faire des exercices après ça. Et au final, les exercices, c'est quand même important. Il faut prendre le temps de les faire. Ça peut paraître c'est chiant et tout, dire non, c'est compliqué, c'est je vais nager en nage complète et tout, mais c'est bien de se forcer un peu, quoi. Oui, si puis en fait, c'est vrai que les exercices, c'est l'éducation, sensation, ça te permet de réfléchir sur ta nage et de te focaliser sur certains points. Et c'est vrai que Mélène disait le matériel, ça c'est vrai que ça peut être aussi très intéressant, parce que le matériel, il te permet d'avoir un peu plus de sensations, soit de te concentrer plus sur certains points, soit d'avoir plus de sensations. Tu peux utiliser des plaquettes de temps en temps sur quelques mètres, parce que au moins avec la plaquette, la surface que ça donne, quand tu fais un bon appui, tu vas le sentir beaucoup plus. Voilà, donc c'est des choses moi c'est au cœur vraiment de ma réflexion, parce que justement j'ai des nageurs qui arrivent un peu sur le tard. Et donc tous ils savent pas vraiment s'ils se débrouillent bien ou pas, donc il faut arriver à trouver à décoder en fait ce qu'on fait, décoder ses sensations. Voilà. Mais ça, justement, tu reparles sensations, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que au final, ça c'est aussi un élément important. C'est difficile, c'est un peu insaisissable, c'est un peu subjectif, mais des fois, récemment. J'ai senti personnellement une progression encore, et des fois il y a des moments grisants où tu t'imagines en dehors de l'eau et tu vois la dépression de l'eau quand tu prends ton air, et tu sens que tu vas vite, en fait. Il y a plein de trucs où tu vas vite. Après il y a un mec qui te double et et ça remet tout en cause. Et tu vas double par rapport à ce que alors que Thibaut était dans la zone, quoi. Tu vas vite par rapport à ce que tu as l'habitude, et tu sens vraiment que tout est aligné, que c'est aligné, qu'il y a un minimum de choses que tu fais bien, que tu glisses bien, et ça c'est assez grisant, et c'est vraiment la sensation, quoi. Et la fois d'après, plus rien. ça arrive aussi. Ça c'est compliqué, voilà. Mais non, mais bon, après voilà, il faut pas lâcher, il faut
aussi se concentrer sur les gestes que tu exécutes et tout ça. Et encore une fois, essayer, ce que disait Mélène, c'est difficile parce que tu sais pas ce que tu fais. On en parlait tout à l'heure. Mais des fois, à titre personnel, je m'imagine un peu en dehors de l'eau Ouais, il faut arriver à mémoriser après la sensation. À un moment, effectivement, t'arrives à voilà, ça y est, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Il faut arriver à mémoriser la sensation à laquelle ça correspond. Voilà, parce que effectivement, sinon tu vas pas la retrouver la fois suivante, ça sera quand même bien embêtant. Donc voilà, essayer de se souvenir à quoi ça correspond au niveau des mains, des avant-bras, de la position du corps, pour qu'après tu puisses le retrouver la fois suivante. Et surtout quand tu as eu des bonnes sensations et tu regardes, ça se traduit dans le chrono aussi. Se dire comme tu dis, comment j'étais à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'avais l'air de bien faire pour le garder. Des fois, Mélène, quand on discutait après des sessions où tu disais j'ai bien nagé, je te disais qu'est-ce que t'as bien fait, retiens-le et refais-le la prochaine fois, quoi. Mais parce qu'en fait il y aurait toutes les parties de l'entraînement en natation doivent aussi avoir un impact technique. Donc même le retour au calme qu'on fait à la fin de la séance, où on revient, on fait une petite distance tranquille pour essayer de reprendre un rythme normal, c'est aussi le moment d'essayer d'analyser sa séance et de se dire tiens, là je sentais ça, voilà, ça marche, pourquoi pas le noter après la séance aussi pour que la fois suivante on le retrouve. Ouais. Voilà, avec le confinement c'est parfait, on va pas nager pendant on va nager pendant un moment. Avoir pris des bonnes notes. Ils ont refermé les piscines. On a nagé comme une enclume. On se demandait quelles étaient les erreurs fréquentes des débutants, mais finalement j'ai plus qu'à reprendre les bases si je comprends bien ton analyse. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que finalement les erreurs, c'est souvent sur tous les autres points. Ouais. Par exemple, se servir trop des jambes, ça c'est une erreur qu'on voit très souvent sur les stages. Voilà, des gens alors ils se servent des jambes finalement pas non plus par hasard, c'est parce que leur position n'est pas toujours bonne et que ça leur permet de compenser, de se maintenir. C'est de la propulsion aussi. C'est un peu la propulsion, mais sauf que ça consomme beaucoup d'énergie, c'est pas du tout rentable. Ouais. Donc au début, il faut vraiment y aller très tranquillement sur les jambes. Pareil, un point qui est important, alors quand tu disais les points des débutants, bien sûr. Être plutôt sur donc un semi-rattrapé au début, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coordinations en crawl, on peut nager avec les bras qui sont à l'opposé de l'un de l'autre, donc qui bougent tout le temps finalement, ou on peut avoir une coordination où les bras vont quasiment se rejoindre devant. Donc on va faire le mouvement bras droit, le bras droit va pousser sous l'eau, va commencer à revenir et après on va lancer le bras gauche. Et ça c'est beaucoup mieux pour les débutants parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. On a le temps pour bien gérer la phase devant qui est essentielle au début au niveau technique. Pour glisser. Pour glisser. Ouais. C'est beaucoup plus facile d'accéder à bras sous l'eau, de gérer son roulis. Et ça évite de devoir gérer les deux bras tout le temps en même temps, avec deux bras qui vont faire forcément des choses différentes. Donc c'est ce que tu appelles le semi-rattrapé. Semi-rattrapé, ouais. D'accord. Ouais. Donc ça c'est vraiment très important au début. Et puis sur le mouvement de bras, l'erreur souvent c'est de vouloir faire des choses trop compliquées au départ. Il faut surtout se concentrer au niveau de l'épaule, tandis que le bras il peut être quasiment tendu. Et surtout on va pas bouger l'articulation du poignet ou du coude pour les débutants. On va faire un mouvement quasiment bras tendu, pas tout à fait tendu, ça peut faire mal, mais quasiment tendu, et on va en fait verrouiller les articulations et penser juste à l'épaule. D'accord. En fait, il faut surtout simplifier pour les débutants, et voilà, on a 4 bases. Ouais. Le reste, on voit après, c'est vraiment pas prioritaire, donc les jambes tranquilles, plutôt le semi-rattrapé qui permet aussi de faciliter les choses, et pas trop de complexité au niveau du mouvement de bras, quoi. D'accord, super clair. Et justement, une fois qu'on a ces bases, parce que bon, c'est bien, on sait nager, mais moi ce que je veux, c'est aller vite. Hein. Une minute au 100 mètres, la target. Ah, ça, c'est la dernière question de cette partie-là. C'est péter Yentor. C'est quoi les conseils importants à connaître derrière pour progresser une fois qu'on a les bases? Parce que là, en effet, on a parlé des 4 premières étapes. Ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, c'est qu'il y a quand même 11 étapes dans le livre à respecter. Perso, j'y suis pas encore, mais c'est quoi derrière les étapes vraiment qui permettent de faire un peu la différence pour progresser? Alors là, j'espère que je vais pas te freiner tes ambitions, mais l'idée, ça serait déjà, bon, est-ce que vraiment elles sont validées ces 4 étapes? Quand on dit voilà, je vais faire froid. On va refaire une petite séance vidéo. Voilà. Pour voir si c'est validé. C'est pas forcément justement dans la séance vidéo, c'est en course, quoi. Enfin, pour vous en course, pour d'autres personnes même qui pratiquent pour leur plaisir, c'est sur des longues distances. Est-ce que vraiment
la technique reste stable en tout le temps. J'ai vu vraiment beaucoup de gens qui nagent bien quand c'est 25 mètres, 50 c'est ça, mètres. t'as raison. 100 mètres, ça commence à devenir déjà un peu dur. Alors ne parlons pas d'un 400 ou d'un 800 ou d'un 1500 à triathlon. Voilà. Mais c'est important, excuse-moi, est-ce que c'est une question que je voulais te poser aussi derrière, c'est que c'est vrai que tu constates vraiment que plus tu nages, plus ta nage se dégrade. Et en effet, quand tu fais 2 km, t'as pas du tout les mêmes 100 mètres que tes premiers 100 mètres derrière. Mais c'est un point. C'est un gros travail à faire, vraiment très très important. Surtout que tu peux pas te concentrer sur 15 choses à la fois. Donc il faut qu'à un moment tu aies automatisé certains points. Automatisé, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'y penser pour pouvoir inclure après d'autres choses. Voilà, si ta position, de temps en temps elle se dégrade, tu vas pas pouvoir en plus penser au mouvement de bras, au mouvement de jambes, ainsi de suite. Voilà, donc être bien sûr que ça soit vraiment acquis. J'ai l'impression que tu doutes de moi, Mathieu. C'est un peu dur. Alors après, il y aura une autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est que avant de passer à la suite, peut-être on peut passer un certain temps à voir si on arrive à nager comme ça, mais en dépensant moins d'énergie finalement. Être plus économique, plus relâché, essayer de se relâcher au maximum, relâcher les bras quand on revient, relâcher le corps en général. Parce que après on doit vraiment rentrer dans cette démarche de rendement. Donc le rendement, c'est faire ce qu'on fait mais avec moins d'énergie. Donc vraiment essayer d'être le plus relâché possible, le plus tranquille. Après, on a d'autres points. Donc une fois que tout ça sera en place, on peut déjà améliorer le mouvement de bras. Là, du coup, on va essayer de mobiliser plus l'articulation, parce qu'on va gérer la position au niveau du coude pour mettre vraiment la main, l'avant-bras le plus possible vers l'arrière. Donc ça, c'est un point important. On peut se poser du coup la question de la coordination des mouvements. Est-ce qu'on est peut-être du coup maintenant trop en semi-rattrapé? Est-ce que ça peut être intéressant pour certains nageurs de passer plus en opposition? Il y a pas mal d'adaptations en fait à faire dans la nage. Selon une fois que tes bases sont acquises. Ça dépend aussi de la course qu'on envisage, de la distance. Il y a des bases qui sont vraiment communes à tous. Après, le crawl, ça peut se nager de 50 mètres à 4 km et plus. Donc, 10. Voilà, 10 Du coup, avant de commencer à faire des séances un peu physiques, entre guillemets, il vaut mieux bosser sa technique. J'avais pris des cours avec des maîtres nageurs en piscine. Et je leur ai dit, mais c'est pour faire du triathlon et tout. Et on a fait ensemble, non? On en a fait, j'en ai fait avec Thibaut, avec Jogi, j'ai fait avec pas mal de personnes différentes. Et en fait, assez rapidement sur la séance, il me faisait faire 50 mètres, tu sors de la piscine, tu fais des pompes et tu retournes et tout. Et je leur disais, les gars, moi je suis pas alarmé. Merde. Et puis surtout, sur 300 mètres, il y a des moments où j'ai besoin de m'arrêter pour respirer. Peut-être au niveau technique, il y a un truc. Faut que tu fasses des 50 mètres de jambes. Faut que tu vois, je me disais, pourquoi je fais du fractionné alors que déjà, techniquement, il y a des trucs qui marchent pas, quoi. Il nous parlait d'apoxie, c'est ça? Hypoxie, ouais. On a bien retenu. Mais en triathlon, vous êtes comme ça et tout. Mais j'arrive pas à respirer. Mais c'est normal. Si t'arrives pas à respirer, c'est normal. Pour l'instant, je le fais en brasse, le triathlon. Peut-être qu'il y a des trucs à faire avant. Alors moi j'essaye d'avoir une vision qui est parfaitement intégrée de l'entraînement, c'est-à-dire que la technique elle est présente à toutes les étapes. Il n'y a pas un moment où tu travailles ta technique puis un moment où tu fais du volume, puis tu fais du volume finalement en faisant ce que tu peux, quoi. Je sépare normalement la saison en 3 parties. Il y a une première partie donc qui peut être un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, beaucoup d'éducatif pour essayer de changer ta nage. Mais après, il y a une autre phase qui est à lancer, qui est de rendre les corrections qu'on a commencé à mettre en place vraiment automatiques. Donc, essayer de nager de plus en plus de distance, mais en gardant la technique correcte. Voilà, la technique ne doit pas se dégrader. Il faut être vraiment exigeant avec ça. Parce qu'on a un deuxième problème en natation, outre le fait qu'on ne voit pas ce qu'on fait, c'est que très vite, on a des habitudes. On est dans un sport qui est très technique, mais en même temps qui est cyclique. Donc, on va répéter le même mouvement. Et donc le cerveau va s'adapter. Au bout d'un moment, quand il a répété des milliers de fois la même chose, c'est très difficile de changer cette habitude. Donc il va falloir augmenter les distances, mais vraiment y aller petit à petit en contrôlant vraiment ce qu'on fait pour que on arrive à changer cette habitude et à rendre le nouveau mouvement automatique. Donc c'est un peu long cette étape. Il faut être exigeant sur tout ça. Et puis après, j'ai une troisième période où là, on passe un peu plus à vitesse de course. On passe aussi plus dans les conditions de la course. Éventuellement, c'est là que c'est intéressant vraiment d'aller souvent en eau libre si on veut nager en eau libre. Pour
pour pouvoir que ces corrections techniques-là, on les mette en œuvre dans les conditions, les conditions les plus difficiles en fait. Ouais. Oh, ouais. On va en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est bien différent d'un nage en bassin. Donc, donc la technique, elle est présente à chaque étape, mais de façon différente. Il y a une première étape où on va essayer de la changer, puisque c'est des éducatifs. Voilà. Il y a une deuxième étape où on va essayer de la rendre automatique. Donc là, on la jette pas parce qu'elle va avoir tendance à l'oublier, mais il faut vraiment qu'elle soit présente. Et puis il y a une troisième étape où on va la mettre en œuvre à des allures beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles. Ok, génial. Et du coup, où est-ce que réside finalement la différence principale entre un nageur qui fait du 2 minutes au 100 mètres par exemple, donc c'est un peu le cas, on est un peu en dessous, à des degrés différents. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance, moi je sais que typiquement je dois être plutôt à 1,50 en moyenne le 100 mètres et on avait peut-être un peu moins. Récemment on avait baissé 40, presque un 40. Ouais. Pas d'un 40 peut-être, mais j'ai l'impression de stagner depuis quelques années finalement, donc ou d'avancer d'y aller en dents de scie quoi. Et voilà, donc moi ça m'énerve un petit peu. Ça dépend des périodes en plus. Ouais, ça dépend des périodes. Mais c'est quoi finalement la différence entre typiquement un nageur qui fait 2 minutes au 100 mètres et un autre qui fait 1,30? Il y a des trucs qui sont vraiment identifiés, donc c'est bien sûr l'ensemble des étapes à maîtriser, mais est-ce que c'est le battement des bras qui sont plus rapides, plus forts? Est-ce que ça serait quoi la différence principale d'après toi? Il y a toujours, si tu prends des temps aussi différents, il y a toujours une différence d'efficacité. Voilà. Donc on peut se douter qu'entre 2 minutes, on est un peu à la limite de la maîtrise des bases, et puis à 1,30, il maîtrise des bases et plus encore. Il positionne mieux son bras. Il a une meilleure coordination. Donc il a plus de relâchement aussi dans sa nage. Souvent la différence elle se fait à ce niveau-là. Mais il y a toujours une différence technique. Donc souvent entre 2 minutes et 1,30, nous à l'extérieur on n'a pas besoin de voir les gens nager 1 kilomètre. En premier 50, tu sais déjà dans quelle zone ils se situent. Ça se voit tout de suite. Quoi. Voilà. Et puis après, il peut par contre y avoir une question, comme on disait tout à l'heure, de savoir comment tu es vraiment en course. Est-ce que ça se dégrade ou pas? Voilà. Il y a toujours cette notion-là. Ouais, mais c'est vrai que personnellement, en pensant maîtriser plus ou moins bien les 4 premières étapes, récemment, quand on a senti qu'on progressait sur notre temps au 100 mètres, j'ai commencé à me concentrer sur ce que tu disais, l'accélération du mouvement de bras, qui est la 4e étape au final. mais c'est vrai que je sens vraiment une différence quand on accélère ce mouvement sous l'eau. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait gagner pas mal de temps, quoi, au final. Alors après, voilà, il faut que tu aies quand même des capacités physiques qui te permettent aussi de tenir cette technique sur la distance. Sur la distance, c'est une notion de technique, mais comme je dis, c'est intégré, tout va ensemble. Donc ça, tu vas le faire, tout le monde peut le faire pendant 50-100 mètres, mais pour pouvoir le faire sur toute une course, il faut quand même que tu te sois entraîné vraiment à le faire. C'est dans cette optique-là qu'il faut s'entraîner. Surtout plus on avance, plus on est fatigué, et plus ça se dégrade, et moins on arrive à nager, et plus on se bat pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Et moi je voyais, là c'est un peu mieux, mais je faisais le premier 100 mètres, j'arrivais en 1,45, 1,50, j'étais là, c'est trop bien. Et puis je regardais les derniers, j'avais des splits à 2 minutes 5, des fois à 2,10, et j'ai l'impression de m'effondrer complètement. C'est clair. Et j'ai l'impression que plus ça allait, en fait, plus j'essayais de me battre, et du coup j'étais tendu, et mon mouvement il se dégrade, et je fais rien de bon. C'est ça le pire en effet, c'est que quand on fait, en général on nage à 1,5 km, 2 km le midi, et c'est vrai que les premiers 100 mètres, il y a des fois même je suis à 1,25, 1,30, et puis les derniers ça peut être 2 minutes des fois, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper rageant. Mais il n'y a aucun sport où c'est comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est tout à fait classique. C'est hyper courant, et notamment chez les adultes, c'est vraiment une clé pour progresser.
souvent se dire faut que je fasse des trucs en plus. Ouais, Non, ouais. faut déjà automatiser ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça. Et puis après essayer de le faire en étant plus relâché. Et souvent ça suffit quoi. Mais Faut est-ce que bien progresser. Est-ce que du coup tu te dis qu'on pourrait croire au fait qu'on pourrait prendre ce temps qu'on a aux 100 mètres, dans les premiers 100 mètres, et les conserver sur 2 km, ça serait possible ça? Bah je sais pas. Ton deuxième 100 mètres. Si on arrive à maintenir par exemple un 1,30 sur 100 mètres, est-ce qu'on peut y croire? On peut y croire, oui. Ok, on peut y croire. On va toujours un petit peu plus vite sur sur le les début. premiers, On est frais, mais moi j'ai quand même été surpris ce que vous dites là, je l'ai vu et je suis surpris des écarts chez les adultes parce que même des fois c'est simplement de faire un 400 mètres tranquille. Pourtant, il est tranquille, donc normalement, il ne devrait pas y avoir tant de variations que ça. Effectivement, quand tu regardes les temps intermédiaires, tu vois que la personne a été beaucoup plus vite sur son premier 200 que sur son deuxième 200. Donc, ça veut dire que elle pense nager pareil, mais elle nage pas du tout pareil parce que ça s'est dégradé finalement. C'est-à-dire que le nage se dégrade vachement vite. Faudrait faire l'analyse vidéo sur le dernier 100 mètres en fait. Ouais, il faudrait faire analyse vidéo au début et à la fin. Ouais. Une catastrophe quoi. C'est clair. Et moi j'ai juste un point de vue technique et j'en profite du coup parce que j'ai toujours une difficulté quand je nage, c'est que j'ai toujours l'impression de tirer vachement plus avec un bras qu'avec un autre. Je sais pas si c'est le cas de tous les nageurs ou pas. Très musclé du bras gauche. J'ai pas les freins de Nadal avec un bras hyper musclé, donc pas du tout. C'est un déséquilibre peut-être classique, non? C'est un déséquilibre, oui, c'est un déséquilibre. Je le rassure à chaque fois, je dis que c'est normal. Hein. C'est sympa. Parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de problèmes, ces garçons. C'est un peu ma séance de psy aujourd'hui. Il s'est allongé là d'ailleurs. Je suis bien. Bon. Alors oui, c'est typiquement le genre de problème. Il y a souvent un impact de la respiration. En fait, tout à l'heure, je disais, la respiration, c'est quand même un aspect complexe. Soit parce que tu respires toujours du même côté, donc au final, ta nage, elle n'est pas tout à fait symétrique. Mais même en respirant des deux côtés, il y a un côté où tu peux être plus à l'aise que l'autre. Et du coup, tu vas adapter ta nage un petit peu pour faciliter ta respiration du côté où tu es le moins à l'aise. Donc, ce qui peut être pas mal, déjà, c'est là de prendre le tuba. On retrouve un peu des thèmes qu'on a déjà abordés. Finalement, le matériel va te permettre de corriger et de te concentrer sur tes sensations et de voir si finalement, est-ce que quand tu es fixe, quand ta tête elle bouge plus, est-ce que tu es aussi bien à droite qu'à gauche? Souvent, finalement, c'est le cas. Hein. Donc, dans ce cas-là, tu as un problème de respiration, finalement, plus que de mouvement de bras. Le tuba, il te permet aussi d'enregistrer ce qui est un bon mouvement, du coup, des deux côtés. Puisque si ton mouvement, il est bien, après, tu peux essayer de mémoriser la sensation au niveau de tes mains, des avant-bras, du côté où d'habitude, tu es moins à l'aise. Et après, essayer de la retrouver en nage complète. D'accord. Voilà. Donc, il y a souvent ces questions de respiration. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme problème? On va regarder l'analyse vidéo. Après, oui, ton mouvement lui-même peut être moins bien. Tu peux après faire des exercices sur un bras, mais finalement, fouille cette question de respiration, par exemple, dans ce cas-là. Ouais. Ok, super. L'analyse vidéo est importante au final, quand même. On conseille à tout le monde qui peut se filmer, qui a la chance de pouvoir se filmer, de le faire pour prendre conscience un peu des... Oui, parce que typiquement sur ce genre de truc, c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau, comme Geoffroy, il faut quand même rentrer dans le détail. Non, je pensais à un autre truc. Oui, sur le mouvement de bras, s'il n'est pas pareil à droite qu'à gauche, par exemple, il faut aussi mettre des repères objectifs. On peut avoir le tempo trainer qui est pas mal là-dessus. C'est un métronome aquatique, ça t'envoie des bips à intervalles réguliers. Donc tu te mets par exemple un bip toutes les 0,9 secondes et puis tu essaies de voir si ton mouvement de bras droit et bras gauche tombe bien sur le bip. Ah, d'accord. Et parfois il y a aussi une différence de timing. Ah, intéressant. Voilà. Okay. Donc c'est des choses à regarder. Ouais. Okay. Effectivement là, la vidéo aussi ça permet d'objectiver tout ça. Ouais. Et on peut justement se filmer dans les piscines municipales, c'est interdit. Il faut demander peut-être l'autorisation quand même. C'est souvent interdit. Voilà. Après faut demander. C'est vrai que en France on est très très à cheval là-dessus sur les images parce que il y a eu des expériences. Assez négative, voilà, plutôt la pédophilie, voilà, et mais il faut y aller à un moment où il y a quasiment personne. Ouais, c'est ça. Ils vont souvent refuser si tu as le risque de nager d'autres personnes, de filmer d'autres personnes. Mais peut-être si tu tombes sur des gens sympas, ou alors sinon en club c'est un peu plus facile, quoi. Ouais. Ok.
Super, merci. C'est vrai que vous aviez essayé pour mon anniversaire. Ouais, non, c'était pour ton mariage. C'était pour mariage, pour une vidéo de mariage. On avait eu l'autorisation de le faire. Voilà, vous avez fait une petite vidéo à la piscine. Mais on avait mis l'option mariage et tout. On avait mis, c'est hyper important pour lui. C'est un super nageur. Donc, on avait mis un peu d'émotion dans tout ça. C'est pour ça. Et nous, on a un forum donc sur le site. Donc, si vous voulez poster la vidéo, voilà, vous pouvez poster la vidéo, essayer d'avoir les conseils des autres nageurs. Moi, j'y passe aussi de temps en temps. Voilà. Ah, ouais, cool. Ah, c'est bon à savoir. Une fois qu'on a vu toutes ces bases pour mettre tous ces conseils en pratique, on recommande fortement le stage qu'on a pu faire l'année dernière. Nous, on y allait en décembre. Donc, c'était un stage qui avait lieu à l'INSEP. C'était vraiment top parce qu'on a eu l'occasion de découvrir les locaux qui sont quand même hyper quali. C'est vrai qu'on n'a pas rencontré Teddy Riner. On s'était un petit peu préparé, mais bon, on a fait une petite déception. La prochaine fois. Ouais, prochaine fois, sûrement. Enfin, on l'espère. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le fonctionnement, la journée type du stage ? Oui, alors il y a deux formats en fait. Il y a un format journée qui est basé sur une nage ou deux nages. Donc, ça peut être juste le crawl par exemple, ça, c'est la demande la plus fréquente. Et un format stage avec hébergement, donc qui dure 3-4 jours. Et là c'est un programme plus complet puisque en fait on voit à la fois la technique, on voit la préparation physique, les méthodes d'entraînement. Voilà, enfin il y a vraiment tous les aspects de la natation. Mais dans tous les cas, en fait, l'objectif c'est de faire une activité qui soit complémentaire de ce que font les gens habituellement, soit de leur côté, soit en club. Donc notamment un diagnostic complet de leur nage qui est fait avec la vidéo. Donc sur toutes les activités, les participants sont filmés et on les filme avec une caméra sous l'eau, une caméra hors de l'eau. Et on analyse ces vidéos pendant l'activité elle-même. Ça permet de faire un premier diagnostic. Premier diagnostic. Après, on travaille beaucoup en petits groupes. En fait, il y a un entraîneur pour une dizaine de nageurs. Correction. Donc, on est en fait sur toute cette première phase que je décrivais tout à l'heure là, de changement de la technique. Et puis après, on espère que les participants fassent bien le boulot de leur côté, ce que vous avez fait, évidemment, et automatisent, voilà, donc en nageant des volumes de plus en plus importants, mais automatisent tout ce qu'on a vu pendant ces journées ou ces stages-là. Et du coup, c'est des stages qui sont ouverts à tous les niveaux, aussi bien des débutants que des confirmés ? Oui, il y a tous les niveaux. Donc, on répartit les participants en plusieurs groupes. On est toujours plusieurs entraîneurs. Donc, il y a un aspect convivialité avec tous les participants, mais ensuite, c'est vrai que sur les parties natation, on divise quand même pour avoir des groupes homogènes. Voilà. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de rencontrer Étienne, du coup le kiné du club, pendant ce stage, parce qu'il faisait partie de notre groupe avec Geoffroy. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire des belles rencontres. Qu'on a interviewé d'ailleurs, Étienne. En plus de découvrir en effet une piscine qui est quand même au top du top, qu'on a quasiment pour nous, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de rencontrer, enfin en tout cas de voir des personnes de l'équipe de France s'entraîner aussi, qui nous ont un peu tous rendus jaloux de leur niveau. Mais bon. On avait vu aussi l'équipe de France de plongeon, donc c'était impressionnant de les voir s'entraîner, et la natation synchronisée. C'est vrai qu'on n'en voit pas forcément tout le temps, et là c'était impressionnant. Qui faisait du 8h, 18h30. Elles sont à l'ouverture, à la fermeture. C'est toute la journée dans l'eau et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que on a l'impression d'être un athlète pro, quoi. C'est des infrastructures qui sont. On a mangé au restaurant Concept. Ouais. On a mangé comme le meilleur souvenir de la journée. C'était ce que j'ai préféré. J'avais un maillot de l'équipe de France pour faire genre j'étais athlète. Mais c'est vrai qu'on recommande à tous nos auditeurs de faire un tel stage, parce que c'est vrai qu'en termes d'évolution de la technique, etc., c'est vraiment génial de pouvoir se faire filmer le matin, du coup d'entendre commenter aussi notre nage juste après manger, et de pouvoir remettre en pratique l'après-midi les conseils qui nous ont été donnés. Enfin c'est vraiment nickel en termes d'évolution. On voit qu'on est reparti tout de suite au taquet sur les points qu'il fallait retravailler et tout. Donc ça, je me souviens de vous trois, on partait de loin. Quand même. Et on a bien bossé. Non, mais c'est vrai qu'on avait. Moi, j'avais fait
déjà des cours de natation avec des maîtres nageurs à la piscine un peu avant, et c'était beaucoup moins axé sur la technique, mais beaucoup plus sur du volume ou sur du fractionné, sur des choses comme ça. Ce que j'avais pas trouvé très utile, j'avais pas eu l'impression de progresser, alors que là sur la journée, dès qu'il y a un truc que j'arrivais pas à faire, Mathieu, tu peux nous expliquer, mon bras qui fait n'importe quoi. Donc là c'est pas mal, on peut être corrigé. Pour moi j'étais aussi dans la démarche de créer des conditions qui soient vraiment super pour travailler. Donc c'est vrai que quand t'as un entraîneur pour 10 nageurs, tu peux vraiment passer autant de temps que nécessaire sur tous les problèmes que tu vois. T'as aussi le temps de répondre aux questions, donc c'est vraiment agréable de travailler de cette façon-là. Ouais. Et puis l'analyse vidéo, c'est quand même plutôt pratique, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que le mouvement on le fait un peu comme s'il était bon, et en fait quand on voit notre mouvement à l'écran, on se rend compte que des fois le bras il est pas du tout bien positionné, ou on a l'impression que les jambes coulent alors que c'est pas le cas. Enfin, ça nous permet aussi de se projeter et de voir ce qu'on fait bien ou pas, et d'avoir un retour aussi. Plutôt que t'as l'impression que les jambes coulent pas et elles coulent. Oui, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'on voit pas ce qu'on fait, donc il peut y avoir une différence entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Voilà, donc il y a souvent une différence quand même. Donc c'est important de mettre les deux en rapport, voilà, de bien étalonner ses sensations, voir que voilà ce qu'on pense faire, en fait c'est ça qui se passe. Et puis après, du coup, les corrections sont beaucoup plus efficaces, quoi. Et du coup, donc c'est des stages que tu organises régulièrement quand il n'y a pas de période exceptionnelle comme celle qu'on connaît. Là, tu as un petit peu de visibilité sur des prochains événements. Comment ça se passe? C'est compliqué. Donc ça a été une activité de plus en plus importante pendant 9 ans. On est arrivé même à la fin de la 10e année là. Mais c'est vrai que le Covid, par rapport à ce genre d'activité, ça a des conséquences énormes, parce qu'en fait il faut avoir de la visibilité pour organiser ces activités. Or aujourd'hui, qui sait ce qui va se passer dans 4 mois? Est-ce que les piscines seront ouvertes ou pas? En plus, nous on doit respecter les normes par rapport à l'activité natation, mais aussi pour les stages par rapport à la partie hébergement, restauration. Et il faut que les gens aussi puissent se déplacer. Donc il y a pas mal de choses qui s'ajoutent et sur lesquelles on n'a pas de visibilité. Donc pour l'instant, l'horizon c'est plutôt l'été 2021. Voilà. Donc on va faire une petite pause après ces 9 ans assez intenses. Et en plus, tu nous disais que l'année prochaine c'est année olympique, donc à l'INSEP ça sera peut-être pas très dispo. Ça sera peut-être pas à l'INSEP, voilà, parce qu'effectivement en année olympique ils sont moins disponibles, et là on vient de retomber en année olympique puisque les Jeux de Tokyo sont repoussés sur 2021. Ouais. Donc, il va falloir trouver un nouveau lieu. Il faut trouver un nouveau lieu. On peut passer un appel, voilà. Les lieux de France sont intéressants. On va faire un appel au don. Si nos auditeurs veulent retrouver un peu... Si vous construisez votre propre piscine. Ça va peut-être venir, ça. Si les auditeurs veulent justement retrouver un peu plus d'informations là-dessus, je suppose que tu tiens tout le monde au courant sur natationpourtous.com. Voilà, il y a la newsletter sur natationpourtous.com où toutes les activités sont annoncées. Également, il y a une page Facebook, voilà, où on peut retrouver... dès que ça va repartir, on sera là. Voilà. Génial. Et le forum Et le forum, voilà. Des conseils, poster leurs vidéos. Oui, tout à fait. Et du coup, donc, si on rentre un peu plus dans la partie entraînement, qu'est-ce que tu conseilles en termes de volume de séances par semaine pour conserver son niveau? Parce que justement, là, en ce moment, c'est pas forcément évident. Est-ce que si on va une fois par semaine, ça suffit, ou est-ce que il faut faire un peu plus? Alors, la question du volume, elle dépend beaucoup des contraintes de chacun, mais c'est vrai qu'à une fois par semaine, c'est compliqué quand même, parce que au bout de 5 jours, 5 jours en moyenne, les capacités physiques, on perd ses capacités physiques. En fait, on se désentraîne. Donc, quand il y a une semaine entre 2 séances, finalement, on a beaucoup de mal à progresser d'une séance à l'autre. À 2 fois par semaine, ça peut commencer à être pas mal. Après, pour des gens qui ont des contraintes quand même familiales, professionnelles importantes, 2 fois par semaine, surtout si on fait du triathlon, qu'on a les autres disciplines à côté, c'est déjà pas mal. Il faut juste être conscient qu'à 2 fois par semaine, c'est un peu le minimum en natation finalement, et donc il faudra que les séances soient super bien calibrées et qu'on soit vraiment rigoureux sur la technique.
À 3 fois par semaine, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, on a le meilleur retour sur investissement en général parce que c'est pas encore trop contraignant. On a le temps de se reposer entre chaque séance, donc on est au top sur chaque séance, mais on n'a pas trop d'effet de désentraînement. Et puis après, si on peut augmenter, c'est encore mieux. Ça dépend aussi du niveau qu'on a. Hein. Si quelqu'un qui est débutant à 2 fois par semaine a bien progressé, et quelqu'un qui est déjà expert à 2 fois par semaine, il se désentraîne. Faut trouver le bon compromis, du coup. Puis après, si on fait du triathlon, on a aussi les autres disciplines à côté. Et ça peut suffire 3 fois par semaine. Voilà, les autres disciplines, oui, du coup, c'est intéressant par rapport aux triathlètes, c'est que effectivement toutes les capacités physiques générales vont se développer avec les autres disciplines. Donc, il faut d'autant plus faire un travail vraiment de qualité dans l'eau, en étant vraiment parfaitement bien sur sa nage. L'idée de faire du volume finalement en natation pour un triathlète, elle n'est pas forcément hyper pertinente. Puisqu'on a tout ce travail dans les autres disciplines qui permet de développer les qualités physiques, enfin, certaines qualités physiques. Ouais. Peut-être plus sur la fin du plan d'entraînement, quoi. Aller chercher un peu de volume. Oui, chercher du volume sur la fin d'entraînement, quand on commence à être apte techniquement à le faire, en fait, que la nage commence à être bien en place, il faut quand même vraiment s'entraîner, effectivement. Voilà. Du coup, si tu devais donner le découpage d'une séance type, c'est quoi? C'est de commencer par faire un peu d'éducatif et puis après on essaye d'appliquer ce qu'on a fait dans des 50 mètres, des 100 mètres, ou alors c'est mieux de faire directement du 500 ou des distances plus longues? Comment tu... Alors, découpage de la séance, on peut toujours reprendre cette idée qu'on va intégrer la technique à chaque étape. Donc au début de l'entraînement, on n'est pas encore, on n'est ni mentalement dedans parce qu'on a fait d'autres choses avant, on est peut-être encore dans le boulot, dans cette idée-là. Donc il faut s'y mettre progressivement. Physiquement, pareil, on n'est pas encore chaud. Il faut rentrer dans l'eau et souvent ça caille. Exactement. Donc après une petite période où on peut nager un peu cool, ce qui est intéressant, c'est de replacer sa technique, profiter de l'échauffement quand on n'est pas encore prêt à vraiment faire des efforts importants, pour replacer sa technique, refaire par exemple quelques éducatifs qui nous parlent bien. Ça, c'est assez personnel, mais chacun a ses éducatifs qui vont fonctionner pour lui. Donc les refaire en début de séance pour se replacer. Après, on a la partie principale de la séance. Alors là, ça dépend vraiment à quel stade de l'année on est. Et donc ça, on l'a dit plusieurs fois. Finalement, le contenu va s'adapter en fonction de ce qu'on est capable de faire techniquement. Si on est plutôt en début de saison, qu'on vient de changer sa nage, ce sera plutôt des choses très fractionnées avec des temps de repos importants. Si on est en fin de saison, là, on va se rapprocher de l'effort de la course. Et puis, la fin de séance, on revient au calme tranquillement, on récupère. Mais c'est pareil, on peut intégrer un peu la notion de technique, puisque comme on revient au calme, on peut faire le bilan aussi de sa séance, essayer de noter, prendre des notes sur ses sensations, se dire tiens, à tel moment c'était pas mal, j'ai fait ci, ça, donc j'ai enregistré telle sensation, il faut que je les retrouve la fois suivante. Voilà. Et est-ce qu'il y a justement des choses qu'on peut faire quand on n'est pas dans le bassin, chez soi, des exercices, des entraînements, s'entraîner dans la baignoire? Est-ce qu'on peut faire des trucs? Tu veux faire des trucs dans ta baignoire? Non, mais par contre, c'est vrai que il y a l'aspect, effectivement, il y a certains aspects qu'on va travailler grâce aux autres disciplines. Il y a quand même des aspects musculaires qu'on ne peut travailler que spécifiquement par rapport à la natation. C'est vraiment intéressant par contre chez soi de garder, alors surtout dans des périodes là comme on est en ce moment où on peut pas nager forcément comme on veut, de garder éventuellement de faire à côté de son entraînement en natation un entraînement de développement de la force en fait. Donc on va faire au moins chez soi avec des pompes, des tractions, des choses comme ça qui sont assez simples et qui permettent de rester en forme et d'être aussi apte après à avoir une bonne propulsion dans l'eau. Voilà. Ça c'est le développement de la force, et puis on a tout ce qui est étirement, très important. Finalement on a vu que beaucoup d'aspects techniques en natation étaient aussi impactés par le manque de souplesse. Voilà. Typiquement la position dans l'eau, finalement quand on n'a pas une bonne souplesse d'épaule, souvent on voit qu'il y a des conséquences. On veut étirer le bras devant et en fait comme on est limité au niveau de la mobilité de l'épaule, on dégrade un peu sa position. Donc tout le travail de souplesse aussi est à faire chez soi, et là quand on n'a pas le temps de nager comme on veut, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu plus le gainage évidemment, qui va être aussi important.
Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et est-ce que regarder des vidéos, je sais que vous avez pas mal justement publié les analyses, des fois, moi j'en ai vu une ou deux sur la position du bras dans l'eau, ou un peu des analyses même des stages que vous avez fait, qui sont publiés. Est-ce que c'est intéressant d'aller les regarder, ou ça apporte rien de regarder les autres? Regarder les autres, c'est compliqué parce qu'en fait à chaque fois il y a quand même des questions très très personnelles, mais je pense que par contre faire un petit travail de mémorisation sur sa nage, profiter quand on a le temps pour essayer de refaire un peu le bilan. Alors le bilan, ça peut être par exemple essayer de se souvenir sur quel point on est bien techniquement quand on est tranquille, sur quel point on sait aussi on va un peu galérer quand on est vitesse de course, et essayer comme ça de faire un panorama de sa nage, voilà, sur les différents points techniques. Par exemple, en reprenant les étapes du livre, tiens, telle étape, je suis ok, ça va sans problème. Telle étape, j'y arrive, mais que quand je suis tranquille. Et comme ça, on se remémore finalement tous les points importants. Puis après, quand on retourne dans l'eau, on sait sur quoi on doit se concentrer. Et dernière question de ce côté-là, c'est si on prépare un triathlon et qu'on prépare un M, ou alors qu'on prépare une distance type Ironman, est-ce qu'on va travailler peut-être différemment sur ces séances? Est-ce qu'on va chercher à faire 3 km par exemple quand on fait une séance Ironman, quand on vise un Ironman pour s'entraîner sur de la distance, ou finalement la distance ne va pas vraiment changer le contenu de la séance? Alors sur le début de la saison, il n'y aura pas forcément de grande différence, puisque justement donc on se limite un petit peu en termes de volume par rapport à ce qu'on est capable de faire techniquement. Donc finalement, c'est plus ça la donnée à prendre en compte. Par contre, sur la fin de la saison, quand la technique commence à être en place et automatisée, oui, c'est quand même assez différent. Il faut se rapprocher de l'effort de course. Et pour un 1500, c'est quand même des problématiques assez différentes de 3 km 800 ou quelque chose comme ça. On a sur le 1500, c'est qu'on va être sur une allure quand même un peu plus que vitesse moyenne, donc ça il faut s'y préparer, il faut justement voir si on arrive à maintenir sa nage dans ces conditions-là. Par contre, sur des longues distances, c'est aussi d'autres problématiques, parce que c'est long, du coup on va forcément avoir l'esprit qui va partir ailleurs à un certain moment. On va dégrader sa nage. Voilà, on va dégrader sa nage par rapport à ça, donc il faut nager du volume pour que on automatise complètement, et que même quand on n'y pense plus, on soit vraiment stable. C'est vrai que c'est un point important. Des fois quand je nage, je me concentre vachement sur ce que je fais, et puis il y a toujours un moment où je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Reconcentre-toi. Je prends conscience que je suis en train de faire un truc, un geste vraiment mal. Et je dis non, mais attends, reconcentre-toi là, parce que là ton esprit divaguait. Ouais, c'est là que l'entraînement en fait doit vraiment intégrer la technique tout le temps, parce que effectivement il y a certains moments tu vas y penser, d'autres pas, et tout ça doit se préparer à l'entraînement, parce que tu sais qu'en course ça va être encore pire. De toute façon, tu vas avoir les autres qui nagent à côté, tu vas falloir gérer ton orientation, etc. Donc si à un moment tu t'es pas préparé progressivement là-dessus, tu as toutes les chances qu'au moment de la course, dans des conditions difficiles, tout passe à la trappe, quoi. Des conditions de course, venons-en au triathlon en lui-même, enfin la nage au sein du triathlon. On sait comment s'entraîner, on sait quelles sont les techniques de base. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à donner à nos auditeurs sur l'approche spécifique effectivement, la nage en eau libre, qui est radicalement différente de celle en bassin? Ouais, maintenant l'eau libre, ça devient une activité, enfin ça devient un objectif à part entière de toute façon pour tout le monde, bien sûr en triathlon, mais même pour les nageurs finalement. De plus en plus, ils s'entraînent pour une pratique en eau libre. À notre niveau, je vois plus ça comme l'idée de développer des compétences supplémentaires, en fait, que l'eau libre demande des compétences supplémentaires, parce que on est dans des conditions qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas définies à l'avance. Donc on va devoir apprendre des choses en plus par rapport à la natation en piscine. La première, bien sûr, c'est de s'orienter. Donc ça, c'est une évidence, mais voilà, il faut pouvoir prendre des repères par rapport aux bouées, par rapport au rivage, etc., pour pouvoir nager droit et aller au plus court. Par rapport aux autres nageurs, s'ils nagent droit eux aussi. Voilà, pas se laisser piéger par éventuellement les autres qui nagent pas droit. On peut commencer à s'y préparer en piscine. Donc l'idée, c'est d'arriver à relever la tête juste ce qu'il faut, juste le temps qu'il faut pour pouvoir prendre finalement un repère à l'extérieur. Quand est-ce qu'on lève la tête justement?
On lève la tête. Moi, pour moi, la meilleure technique, c'est quand même juste avant la respiration. Donc, on va pas respirer devant, on regarde et après on tourne la tête. Mais là, en audio, je sais pas si je vais réussir à bien vous le décrire. Mais voilà, l'idée, c'est de sortir en fait juste ce qu'il faut. Si on respire vraiment devant, on va devoir sortir la totalité de la tête. Donc, c'est pas optimal. Dans tous les cas, l'idée, c'est de vraiment limiter la sortie de la tête. C'est comme pour la respiration en fait. C'est que ça perturbe le moins possible la nage. Donc on sort juste les yeux finalement. On sort juste les yeux et après on respire sur le côté, juste après dans la foulée. Ah ouais. Parce que moi j'ai tendance à respirer et ensuite la tête devant et je baisse la tête. Mais du coup ça fait pas mal de complexité. Enfin voilà, l'idée c'est ça. Donc on peut commencer à s'y entraîner en piscine, mais après faut quand même faut le travailler en eau libre parce que en fait chaque plan d'eau est différent, donc faut apprendre à prendre de l'expérience. Il y a certains plans d'eau où on doit prendre des repères très fréquemment parce que il y a du courant, il y a de la houle ou autre. Et d'autres où on peut laisser quand même faire plus de mouvements avant de reprendre des repères, quoi. Il y a aussi des plans d'eau dans lesquels on voit rien du tout. C'est qu'on avait fait Chantilly où quand tu mets la tête sous l'eau, c'est une noire complet. Noir total. J'ai l'impression qu'on a éteint la lumière. Et là, pour le coup, tu n'as vraiment aucun repère dans l'eau et c'est un peu compliqué, c'est un peu déstabilisant. On voit même pas les pieds des nageurs à côté. J'ai une expérience du lac d'Anguin comme ça où tu vois même pas ton coude. Donc, oui, d'accord. Ouais. Et de temps en temps, il y a même des algues. C'est arrivé d'avoir. Tu nages, tu mets ta main dans l'eau et quand tu ressors, t'as une algue qui t'embête et que t'arrives pas à faire ton mouvement, t'es presque obligé de faire de la brasse, donc ça peut être un peu déstabilisant. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs entre les vagues, le courant, le manque de visibilité, les autres nageurs aussi qui s'échangent des amabilités parfois parce qu'on est proches les uns des autres. Moi, par exemple, pour le départ, j'ai tendance à me mettre un peu à l'écart. Pour être un peu tranquille et nager tranquillement. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans le paquet et qui profitent de ces effets d'aspiration dont on parle. Est-ce que c'est fake news ou est-ce que c'est vraiment l'aspiration, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Alors moi je n'ai pas fait la revue complète, mais j'ai en tête une étude où il y a où le nageur en fait qui est juste derrière gagne à peu près 4% de vitesse, 3,8% de mémoire de vitesse en ayant la même dépense énergétique. Donc il va 3,8% plus vite, mais il dépense pas plus d'énergie. Donc c'est quand même super intéressant. Ça permet de gagner à peu près une minute au 1500, quoi, par exemple. Donc il y a deux endroits où on a de l'aspiration. Il y a juste en étant juste derrière les pieds. Mais vraiment, il faut avoir la main, quasiment on touche ses pieds avec sa main. Ou on a à côté de lui, mais un petit peu derrière. En fait, on est au niveau de sa hanche. Bon, ceci dit, être à côté de lui pendant toute une course, c'est pas pratique. On va se gêner. On va pas arriver dans ce cas-là, il faut vraiment arriver à se maintenir au bon niveau, quoi. Donc c'est pas évident. Vaut mieux se mettre derrière et on est tranquille. Donc on y gagne parce que on peut profiter un peu. Lui-même va essayer de s'orienter. Donc s'il est pas trop mauvais, nous on aura besoin de moins relever la tête et puis on gagne l'aspiration. Voilà. Par contre, ça demande une autre qualité après l'orientation, c'est de pouvoir changer de rythme. Parce que forcément, à moins qu'il soit très gentil et qu'il vienne juste devant toi au début de la course, pour t'aider. Il faut changer de poisson pilote au fur et à mesure. Il faut arriver à aller se mettre là où tu veux et donc déjà repérer qui pourrait être à la bonne vitesse, qui pourrait t'aider et ensuite aller se mettre dans ses pieds. Donc comme en vélo, faut arriver à faire l'accélération nécessaire. Donc si t'es mono-vitesse, ça marche pas. Voilà, donc ça peut être un travail aussi d'entraînement, d'essayer de changer de vitesse. Toujours la même problématique, si on essaye de changer de vitesse mais que la nage se dégrade en parallèle, en fait on gagne rien. Donc il faut arriver à accélérer en gardant une bonne efficacité pour que réellement ça marche et qu'on arrive à se mettre dans les pieds du partenaire, enfin du poisson pilote, quoi. Futur poisson pilote. Et d'ailleurs pour bien changer de vitesse, est-ce que on n'a pas parlé de fractionner vraiment dans les entraînements, est-ce que ça peut être justement une bonne façon de travailler ce changement de vitesse, de faire des fractionnés en natation? Toujours l'idée que voilà à l'approche finalement dans la deuxième partie de saison, il faut que tu développes des qualités qui soient spécifiques par rapport à la course et que donc ça peut être effectivement des changements de rythme. De toute façon, c'est bien pour tout le monde parce que on s'entraîne bien aussi quand on demande à l'organisme des efforts un peu différents. Voilà.
Mais là, c'est vrai que ça peut aussi être vraiment spécifiquement par rapport à ça, avec en essayant de rechercher des distances qui sont peut-être de 25 mètres pour pouvoir se remettre au bon endroit. D'accord. Dans tous les cas, effectivement, ça peut toujours être utile en eau libre parce qu'il y a beaucoup de nageurs et des fois, il faut accélérer pour se mettre à l'écart, pour se mettre bien. Il faut passer un petit groupe. C'est ça, passer un paquet. Il y a toujours un peu des changements de rythme, ou alors au niveau des virages aux bouées, il y a toujours, ça commence à frotter un peu plus. Plus compliqué. Faut arriver à trouver le bon chemin, puis ensuite à ressortir, accélérer peut-être un peu pour sortir un peu du groupe. C'est ça qui est intéressant. En même temps, ça change un peu de la natation où c'est vraiment, t'es dans ta ligne, tu pars d'un bout à l'autre. Là, t'as quand même, chaque course est un peu différente finalement. Et est-ce qu'il y a des spécificités dans les mouvements également? J'entendais Aurélie Müller, là, qui est championne du monde en eau libre et qui tente justement de passer en bassin pour se qualifier à Tokyo. Et justement, elle disait qu'elle n'est pas obligée de tout réapprendre, mais de s'adapter vachement. Est-ce que les mouvements sont un peu différents ou je sais pas, la fréquence? Qu'est-ce qui change du coup? Les mouvements, pas forcément, surtout à notre niveau. Après, il y a une notion de fréquence qui peut être quand même travaillée. C'est sûr qu'en eau libre, souvent, on est plus à l'aise avec une fréquence un petit peu plus élevée. Même plus généralement, de toute façon, on sait que la dépense énergétique, elle varie aussi selon la fréquence. On peut la faire varier. On a tous, en fait, une fréquence optimale qui permet d'avoir la meilleure dépense énergétique. Donc, c'est vrai qu'à l'approche de la course, ça peut être intéressant de faire quelques parcours où on va essayer de nager à une vitesse donnée. On change pas la vitesse, mais par contre, on essaye avec un peu plus de fréquence, un peu moins de fréquence. Voilà. Donc, soit on mise sur l'amplitude, soit on mise sur la fréquence, et on voit ce que ça donne et comment on est le plus à l'aise, en fait. Faire des petits tests, quoi. Des petits tests, des petits tests à l'approche de la compétition. Et sur la prise d'air, tu conseilles un peu de faire un peu des deux côtés? Et ça, ouais, on peut rajouter ça. C'est l'avantage aussi. Ouais, sur la prise d'air, c'est vrai qu'en général, en eau libre, c'est quand même intéressant de savoir respirer des deux côtés, quoi. Parce que il y a un côté tu peux être gêné par un j'allais dire un adversaire. Bon, c'est pas un adversaire, mais un autre concurrent, voilà, un autre triathlète. Ou alors où s'il y a de la houle, il y a des vagues, ça va pas être agréable. Donc c'est bien de savoir respirer des deux côtés, peut-être un peu plus que pour les nageurs en bassin. Voilà. On peut aussi rajouter ça en compétences spécifiques de l'eau libre. Spécifique pour l'eau libre. Du coup, plutôt respiration en 3 temps qu'en 2 temps. En 3 temps, non, pas forcément, mais savoir respirer de deux côtés. Après, ça peut être finalement un 2 temps, mais que du côté droit, un 2 temps que du côté gauche. Puis on switch en fonction. En fonction du bassin. Et puis peut-être que du coup, avec le passage des bouées, on va changer sa respiration parce qu'on a changé de sens simplement. Et est-ce que tu as une technique pour éviter justement d'avoir un peu la tête qui tourne en sortant de l'eau aussi, sachant que le fait d'être à l'horizontale pendant un bon moment, dès que ça dépasse, moi personnellement dès que ça dépasse 2 km, une sensation que j'ai pas du tout en piscine finalement, parce que quand je fais 2 km en piscine et que je me relève, j'ai pas du tout cette sensation de tête un peu qui tourne ou un peu flagada, alors que tu l'as vachement plus en eau libre, donc je sais pas à quoi c'est dû particulièrement. C'est dû au changement de passage horizontal vertical, mais je sais pas si on peut faire quelque chose en fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont, moi je l'ai pas trop. Faut nager à la verticale, mais c'est compliqué. Joker sur cette question, je ne sais pas. Parce qu'après il y a une technique aussi pour éviter à ce qu'il pour remettre du sang dans les jambes entre guillemets, de bien battre des pieds justement à la sortie de l'eau pour sur les 100 derniers mètres peut-être. Sur les 100 derniers mètres, c'est ça. Et c'est homologué cette technique? Je sais pas. Justement, je pose la question. Non, je t'avoue que je ne saurais pas trop te dire. Ouais. On a de quoi bien s'entraîner et partir avec des bonnes bases pour une prochaine compétition. Et progresser, bien sûr. Efficace. Exactement. Pour terminer, on se demandait si tu avais une ou plusieurs anecdotes marrantes de préférence sur les stages que tu as réalisés ou lors de tes entraînements avec certains de tes athlètes. C'est difficile. J'ai beaucoup de bons souvenirs des stages. Après, c'est difficile d'en ressortir un en particulier. Bon, c'est vrai qu'on a vraiment accueilli des gens de tous horizons. Donc, on a eu quand même des nageurs jusqu'à 77 ans. Et qui ont fait les 4 jours. Donc, ils m'ont quand même beaucoup impressionné. Ils m'ont quand même beaucoup impressionné. Ils ont fait les 4 jours, en fait, assez facilement, mine de rien.
C'était un vrai plaisir. Bon, par contre, c'est vrai qu'ils se trompaient de chambre régulièrement parce qu'ils avaient toute leur tête, donc ils avaient du mal à repérer leur chambre. Ou alors c'était volontaire, je ne sais pas. Peut-être une technique aussi. Une technique que je te soumets, je crois pas mal. Ah, je la connaissais déjà. Ok, génial. Et en termes d'entraîneur, du coup, tu t'entraînes encore régulièrement plutôt des jeunes, tu disais, actuellement? Alors là, j'avais arrêté en 2017 de m'entraîner des jeunes. J'étais entraîneur à l'US Créteil depuis jusqu'en 2017. J'ai arrêté parce que le projet de stage se développait bien. Il y avait notamment des projets de stage à l'étranger. Et on devait faire le premier en avril 2020. Donc la science du timing n'était pas là. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais reprendre, je ne sais pas. D'accord, parce que le club recherche un entraîneur justement en natation. Si tu veux. Mais là, c'est des cas difficiles. Hein, il va falloir, c'est ça le problème. Des primes importantes. Une journée, c'était le maximum. Mais nous, on a plutôt tendance à payer en bière, et justement, ça m'amène à me poser la dernière question. On a une tradition au sein du club, c'est de demander la bière favorite de notre invité. Quelle est la tienne? J'espère avoir été plus utile en natation, parce que niveau bière, je ne suis pas un grand connaisseur. Vous m'avez servi de la Gallia, c'est très bien. Voilà, la Gallia, c'est bien. Très bien. Voilà. Ouais. Je crois que c'est le sponsor officieux du club, ça tombe bien. Et peut-être bientôt je vois que vous n'êtes pas dans la théorie en termes de bière. Hein. Voilà, il y a la pratique tout de suite. Faut bien qu'on s'entraîne quelque part. Faut bien être bon quelque part. Bon, super, mais merci beaucoup Mathieu. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ou Il y a une page Facebook sur Natation pour tous, qui est assez fréquentée, un compte Twitter un peu moins. Voilà, moi alors c'est un petit peu old school peut-être maintenant, mais le forum marche bien. Puis, c'est bien. Ce qui est bien sur le forum, c'est que ça permet aussi d'échanger avec les nageurs qui sont présents. Donc je recommande, et moi j'y passe vraiment très fréquemment. Et par exemple, s'il y a des questions sur les bouquins, vous avez parlé de nager un crawl efficace, il y a les autres aussi, il y a natation méthode d'entraînement pour tous. Si voilà, les auditeurs ont des questions sur le contenu ou ont besoin de conseils par rapport à un point particulier, je fais le service après-vente sur le forum. Voilà. Le forum est disponible sur natationpourtous.com. Et le livre qu'on conseille fortement, Nager un crawl efficace. Nager un crawl efficace, voilà, il y a les autres de la collection, il y a natation méthode d'entraînement pour tous, pardon. Ça c'est l'effet bière. Natation méthode d'entraînement pour tous. Je sais pas le dire, tu vois. Qui est un plan d'entraînement qu'on peut suivre pendant 1 an. En fait, c'était le premier livre que j'avais écrit en 2013, et que voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un livre. Des fois, il y a besoin d'un peu plus de conseils pour le suivi. Donc c'est pas mal d'utiliser en complément utiliser le forum en complément de ce livre. Voilà. Et il y a nager un papillon efficace. Si jamais on veut se lancer le défi de faire un triathlon en papillon. C'est vrai que le papillon, on n'en a pas parlé, ça peut servir aussi. On peut trouver des choses en papillon qui vont servir pour le crawl. On va être obligé de développer les appuis différemment, donc il faut pas non plus trop se limiter sur une nage donnée. Puis surtout, c'est la classe dans la ligne d'eau. C'est quand même la classe. Mais voilà, ça fait pas. Ouais, si c'est maîtrisé. Si c'est maîtrisé. C'est pour une saucisse aussi. Bon, super, merci beaucoup Mathieu. Et bien sûr, n'oublions pas les réseaux sociaux du club. Sur Strava, PPTC, le club. Sur Instagram, PPTC _tri. Ça marche aussi. On est francophone quand même. Et puis voilà, et puis il faut pas oublier que l'important c'est le club. L'important c'est le club, bien sûr. Merci Mathieu, merci encore Mathieu. Merci. À très bientôt. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.